on a tendance à structurer la société par le recrutement de commerciaux. Ça va de la PME qui invite 2 clients à une société qui affrète son propre avion, parce qu'on a, je pense, le meilleur réseau sur le marché français en tout cas. Donc c'est aussi être très agile et faire évoluer la stratégie quand tu es en vente indirecte de manière très très régulière. Les 100 appels par jour, c'est terminé, ça j'y crois plus. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel Couturier, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et sales pour vous partager leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Gandon, directeur associé de MyCom, agence leader dans l'organisation d'événements et de voyages autour du sport, à la fois en B2B et aujourd'hui aussi en B2C, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Vincent, ravi de te recevoir dans nos locaux aujourd'hui. Pierre-Michel, merci à toi, je suis ravi d'être là. Eh ben écoute, ravi aussi également, c'est une journée très sportive, tu m'as ramené en plus plein de beaux cadeaux et de goodies effectivement de vos événements, j'en suis ravi. Vincent, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que rapidement tu peux te présenter un peu ton poste, ton périmètre de poste, ta boîte et aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez sur le marché ? Ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis un jeune entrepreneur de 36 ans. Ça fait bientôt 13 ans que je suis chez MyCom. MyCom, c'est une agence, comme tu l'as dit, de communication et d'événements, de voyage autour des événements sportifs. Aujourd'hui, on est 72 collaborateurs et moi, j'ai en charge vraiment la partie sales qui représente 36 collaborateurs sur 6 bureaux. En France, le siège est à Paris et après on est présent en région, voilà pour pouvoir être au plus près de nos clients. 72 collaborateurs, 36 commerciaux, j'adore ce ratio. Voilà, ça doit être une boîte qui se porte bien puisque c'est les sales qui rapportent du cash à la maison. Exactement, on a toujours, avec mon associé qui est aussi un profil sales, on s'est toujours dit que tant qu'on avait des clients, on pourrait se développer et on a toujours pris le développement de la société par le prisme du commerce. Et encore plus aujourd'hui, dans les phases de développement, on a tendance à structurer la société par le recrutement de commerciaux. C'est top. On va en reparler bien évidemment aussi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, MyCom, à quel problème ça répond aujourd'hui lorsqu'elle va voir les entreprises ? Pourquoi on fait appel à MyCom ? Donc l'idée pour nous, c'est vraiment, on se veut comme des créateurs de moments de partage et d'émotions pour nos clients autour des événements sportifs qui véhiculent ces émotions-là. Et donc on leur propose au travers de nos séjours, de nos produits, de pouvoir fidéliser eux-mêmes leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires, en partageant ces émotions avec eux. Et qu'on soit bien sûr, MyCom, c'est une boîte qui va organiser des événements sportifs ou qui va effectivement être présente sur des gros événements sportifs. On va être présent sur les gros événements sportifs. On va en fait proposer des packages clés en main avec différentes gammes de produits pour pouvoir aller assister à la finale de la Ligue des Champions dans des conditions privilégiées ou dans des conditions assez simples pour pouvoir s'adresser à tout un segment de clientèle différent. Ou encore, là, on revient tu vois, de l'Écosse où on a emmené 2800 personnes pour le match de rugby Écosse-France à Murrayfield avec une ambiance incroyable. 2800 personnes, vous avez eu la charge. C'est des sacrées responsabilités. 2800 personnes de la même boîte ou vous avez fait de l'intra-entreprise ? J'ai pas exactement la donnée là, sur le nombre de clients différents qu'on avait sur l'Écosse. Je pourrais te la retrouver si ça t'intéresse. Mais pour le coup, là, c'est multi-entreprise avec beaucoup de programmes sur mesure pour toujours être au plus près des besoins du client. Et donc là, ça va de la PME qui invite 2 clients à une société qui affrète son propre avion. Et donc là qui va emmener environ 200 personnes. Et les boîtes se rencontrent ou pas pendant l'événement ? Parce que ça doit être des superbes opportunités aussi de faire du business. On travaille un peu là-dessus en ce moment. Okay. On a des gammes de produits qui permettent de réseauter. Donc oui, les boîtes se rencontrent. On a des moments forts sur des options, des soirées sur lesquelles on a des ambassadeurs, des anciens joueurs de rugby. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se rencontrer. Donc on définit des plans de table spécifiques pour pas qu'il y ait de concurrents, etc. Pour qu'ils puissent aussi discuter business pendant la soirée. Ok. Et ces événements-là, généralement, elles sont achetés par les boîtes, pourquoi ? Pour des sujets d'incentive, pour motiver les équipes, pour se faire plaisir. C'est quoi un peu les triggers ? Ouais, t'as tout. T'as la société, ça va de la PME qui invite 2 clients à une société qui affrète son propre avion. Tu as la société qui va inviter ses meilleurs commerciaux
voilà, pour les motiver et pour faire en sorte qu'ils soient encore plus performants. Je te le glisse comme ça, si jamais tu as des bons commerciaux dans la boîte, Yes. n'hésite pas à faire appel à nous, ça marche. Ok. Et puis après, tu as la société qui veut fidéliser son top 5 des plus gros clients et qui vient avec eux et qui veut passer un bon moment pendant 3 jours, où ça part en se vous voyant, ça revient en se tutoyant. Donc voilà, quand ça arrive, on est vraiment dans la promesse de ce qu'on est venu leur vendre. Et puis, tu as aussi le petit chef d'entreprise qui veut se faire plaisir et qui part avec son fils pour juste kiffer un gros événement rugby, football ou Formule 1. Et ça, c'est un univers qui est très concurrentiel? Il y a peu de concurrence parce que la difficulté, c'est d'avoir accès à l'événement, donc la capacité à avoir la ressource du billet en fait, qui permet d'aller Ah ouais? sur ces événements-là. Donc c'est une vraie négociation avec les stades, les organisateurs d'événements pour avoir du billet? Ouais, il y a 2 niveaux. Il y a des événements qui sont soumis à des droits par les détenteurs de droits qui sont effectivement les fédérations ou les clubs ou voilà, les détenteurs de droits. Et à ce moment-là, il y a des accords officiels. Donc on doit négocier, c'est des appels d'offres et à ce moment-là, on est capable d'avoir un certain stock, d'accès à un certain stock. Et après, il y a tout ce qu'on peut appeler vulgairement le second marché. Donc là, c'est notre capacité et notre réseau à trouver des billets alors que l'événement est full. Et donc aujourd'hui, je me plais à dire qu'on a accès à 99% des événements de la planète, parce qu'on a, je pense, le meilleur réseau sur le marché français en tout cas, et que même s'il y avait un match de curling au Sahara et que ça intéresse un client, on trouverait le billet pour Ok. le faire assister à cet événement-là. Donc en fait, l'accès à la ressource, un peu finalement comme les caps de recrute, c'est l'accès à la ressource qui fait la valeur de la boîte. C'est votre capacité à générer du réseau, à avoir des accords avec effectivement les plus gros événements, qui vous permet après derrière de vous positionner en leader sur le marché. Ouais, aujourd'hui, on est la seule agence qui est officielle des 3 principales fédés. Donc là, on a été négocier ces accords-là, la fédé de tennis, la fédé de rugby et la fédé de football. Ça va, vous les 3 plus grosses fédés quoi. Exactement. Pas mal. Donc ça, c'est vraiment des accords officiels qui nous permettent de performer, d'avoir de la notoriété, de créer du flux, en tout cas d'avoir des beaux produits à proposer à nos clients. Et après, il y a tous les autres matchs que tu peux avoir sur tous les terrains du monde et sur tous les sports imaginables, sur lesquels là, on va sur des produits sur mesure. On va pouvoir juste venir actionner un levier d'émotion chez un client qui serait par exemple fan de NASCAR et qu'on emmènerait faire Indianapolis parce que c'est le temple du NASCAR aux États-Unis. Et donc c'est des chargés de partenariat qui s'occupent de ces référencements, de choper les billets, c'est les équipes sales, c'est des chargés de prod, comment c'est structuré? Là, c'est vraiment, ça part d'humain. On a une équipe au marketing qui doit monter toutes les réponses aux appels d'offres. Et mon associé, avec notre responsable marketing, entretient la relation avec les détenteurs de droits, donc avec les fédés d'une manière générale, tout au long de l'année pour savoir quand est-ce que les appels d'offres vont sortir, avoir un peu d'infos et pour pouvoir y répondre de la meilleure des manières. Tu m'as dit que MyCom donc, existe depuis 13 ans. Je suis assez bluffé que vous soyez 72 collaborateurs. J'imaginais pas que c'était. En fait, les 15 ans. Moi, 15 ans. je suis arrivé Ok. il y a 13 ans parce Ok. que pour la petite histoire, je suis pas le créateur, c'est mon associé qui a créé. Et pour te donner juste un petit truc, une petite anecdote sympa, j'arrive, donc moi je suis originaire de Mazamet dans le sud-ouest, une petite ville, je suis monté par étapes, j'ai fait mes études à Lyon, c'était déjà pour moi bien dans le nord. Et puis je vais pour chercher un stage à Paris, pour Le Havre Basket à l'époque, et je sens que ça va pas le faire, le stage, que je vais pas être retenu pour plein de raisons. Et là, je vais sur le seul site à l'époque qui référençait les postes, les offres de stage dans le sport business, qui s'appelle Sport Stratégie, qui existe toujours. Et je vois qu'il y a une offre pour un poste à Montrouge, chez MyCom, ils cherchent un stagiaire. Bon, j'avais pas de rendez-vous, bon, j'ai été toqué à la porte, j'ai dit c'est moi, je suis là, je suis en Ah, bas, trop bien. j'aimerais bien que vous me receviez pour un entretien. Et puis ben voilà, ça fait 13 ans que je suis chez MyCom. Et ça traduit bien aussi quelles sont nos valeurs et quel est notre ADN. J'ai commencé en stage, j'étais le premier salarié. J'ai ensuite eu l'opportunité et la chance de pouvoir devenir actionnaire. Et voilà, l'histoire, elle est belle depuis 13 ans. Bah, c'est une sacrément belle histoire, mais t'as été couillu, t'as été récompensé. Puisque bon, on a le même âge exactement, t'as 36 et 36. Et moi, je me serais pas vu effectivement en recherchant un stage aller taper effectivement à la porte de la boîte qui me plaît. Mais comme quoi, quand on veut quelque chose, il faut sortir les doigts, aller sur place, voir les clients, voir les boîtes. Et il y a toujours des belles histoires à raconter derrière. Ouais. Tu vois, maintenant, j'ai des sales parce que je raconte évidemment mon histoire parce que c'est très motivant pour les jeunes qui nous rejoignent en stage. Et j'ai des sales, c'est notamment un à qui je pense particulièrement, qui fait du terrain
comme du porte-à-porte, comme tu peux voir dans des vieux films, Ouais. qui a des résultats. Donc il va taper à la porte des boîtes avec ses arguments. Et je suis l'agence officielle de la Fédération française de foot. Est-ce que ça vous intéresse d'aller voir le prochain match de l'équipe de France? Et il fait ça et ça marche. Et justement, t'as vu le business ces 13 dernières années évoluer. Et parallèlement à ça, est-ce que il y a eu des éléments marquants dans l'évolution de la stratégie commerciale ces dernières années? Comment en fait tu as réussi à monter l'équipe sales? Quels ont été les principales réussites et échecs, si jamais tu regardes un peu en arrière? Bah, déjà au départ, il n'y avait pas de strat, donc c'est assez rigolo. On partait de rien, évidemment, si ce n'est on travaillait avec les pages jaunes et on faisait les boîtes qui nous semblaient être consommatrices de ce type d'événements, beaucoup dans le bâtiment. Après, on a eu une période où on s'est développé de manière assez forte quand tu pars de zéro, hein, c'est plus facile. Donc là, on a commencé juste à structurer les cibles de prospection, comment organiser notre prospection, donc des choses très très basiques. Puis, avec la croissance, j'ai commencé à écrire une strat avec un cycle de vente, des choses beaucoup plus structurantes, avec des indicateurs, mettre des KPI en place, etc. Et est arrivé le Covid pour nous, qui a été une grosse baffe, parce que là, on était typiquement dans les 3 secteurs les plus touchés. On fait de l'événementiel, on fait du voyage et on est dans le sport. Donc, c'est les 3 secteurs qui ont été vraiment mis à l'arrêt pendant longtemps. Mais ça a été une vraie chance pour nous. J'ai jamais autant travaillé que pendant cette période où j'ai réécrit complètement la stratégie. Et j'ai pu surtout la mettre en place, mettre les outils en place. J'ai pris ce temps-là. Et après, on a eu une très très forte croissance, plus de 100% de croissance l'année de reprise après Covid, ce qui était un peu inespéré. Mais en tout cas, ça a été une chance. Ouais. Et vous étiez combien au moment du Covid? Je pense de mémoire, on devait être 11 salariés ou 12 salariés au moment de l'arrêt. Et donc, après, on a fait que recruter tous les mois suivants. Et en sales, ça devait être 5 ou 6 sales. Mais c'est marrant parce que dernièrement, t'es pas le premier à me raconter un peu son histoire de comment ils ont vécu le Covid et comme quoi dans ces situations très difficiles, ça a obligé finalement à prendre du recul sur sa stratégie commerciale, à arrêter de faire les choses de manière empirique et de plus faire du développement par opportunisme, mais par souhait, par volonté, en suivant des KPI de performance. Et je vois effectivement que ça a été le cas aussi chez vous. On a réinventé, le Covid nous a permis de réinventer des modèles avec les ayants droit, en utilisant la puissance de leur marque et tout notre savoir-faire d'exploitation, de modèles aussi économiques pour que ce soit rémunérateur et pour eux et pour nous. Et par exemple, aujourd'hui, on opère la marque Roland Garros Travel pour le compte de la Fédération française de tennis. Et en fait, derrière nous, pour l'utilisateur, il est vraiment dans l'écosystème de la Fédé, mais tout ce qui est opérationnel, sales, vente, post-vente, est opéré par MyCom. Donc l'idée en fait c'est non seulement continuer la vélocité sur votre business actuel, mais aussi créer des éléments de valeur ajoutée qui permettent de cranter effectivement vos partenaires et d'avoir accès finalement à un nombre de places ou certaines places exclusives et donc après proposer aussi une valeur supplémentaire auprès de vos clients. Ouais, Reformuler comme exactement. ça. Et puis, on axe vraiment un de nos modèles de différenciation. Aujourd'hui, c'est l'expérience client. On a mis le client au centre de tout ce que l'on fait. C'est pour ça que nos commerciaux sont aussi beaucoup investis à la fois dans la construction de la stratégie, mais dans l'animation de la stratégie. Ok. Et donc ça, c'est un élément central. Comment on va pouvoir se différencier et apporter de la valeur sur le simple fait d'aller assister à un événement. Justement, en parlant de vos clients, c'est quoi la spécificité de votre cible en termes notamment d'interlocuteurs? Est-ce que c'est plutôt des TPE, plutôt des PME, des ETI? Est-ce que c'est les CEO qui sont effectivement décisionnaires? Est-ce que c'est les CE? Parce que en fait, tout le monde peut avoir intérêt à passer par vous, mais la cartographie doit pas être évidente, non? Elle n'est pas évidente. C'est aussi là, c'est un petit peu un jeu d'équilibriste pour les sales, parce qu'il n'y a pas de règles vraiment définies. Tu as des boîtes, même sur des grosses boîtes, où tout est très centralisé par le CEO, parce que il est un passionné de sport, puis il n'a pas trop envie que tout le monde soit au courant de comment il dépense l'argent de la société, même que si c'est pour des clients, mais il est capable de dépenser beaucoup d'argent et il n'a pas trop envie que ça se sache, donc il centralise tout. Il y a au contraire des boîtes qui ont bien conscience qu'il faut
alimenter pour fidéliser ses clients et que le sport véhicule les bonnes valeurs. Et donc là, ils laissent même des sales libres, ils ont chacun son budget. Et donc là, finalement, chaque personne qui est en contact avec un client dans sa société peut être un client pour nous. Tu en as d'autres qui sont équipés par des responsables communication et qui essayent de tout centraliser, mais en réalité, elles ne centralisent rien. Elles pensent et elles veulent, c'était un élément de contrôle, mais il y a plein de choses qui se passent sans qu'elles soient au courant. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Et donc là, le jeu, c'est de comprendre comment chaque société fonctionne. Et ça vaut pour tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, nos cibles sont des sociétés qui gagnent de l'argent, donc parce que c'est des dépenses qui viennent baisser leurs résultats, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui nous permet de segmenter. Mais après, tous les secteurs d'activité peuvent consommer. Mais on a quand même des cibles un peu où on sait qu'on va pas se tromper. Donc le bâtiment, l'énergie aujourd'hui, la banque, les finances sont des bons secteurs d'activité. Et après, tous les opérateurs qui fonctionnent en réseau de distribution. Je peux te dire 2-3 exemples. Rexel, par exemple, qui vend de l'outillage, enfin, des pièces pour l'électricité. Les réseaux de distribution type Point P qui fonctionnent en B2B, où ce sont des entreprises qui viennent se fournir chez eux. Tout ce qui est dans la peinture aussi, des distributeurs de peinture, tout ça est très très bon. Donc tu as des secteurs qui sont plus ou moins réactifs, tu as des secteurs sur lesquels tu sais que ça fait partie de la culture business, effectivement, d'inviter les clients, les salariés. Moi, je suis jeune sales chez Mycom, j'arrive, j'ai la chance effectivement d'être chaperonné par toi. Tu as 1 minute pour me dire les tips effectivement de l'ancien sur comment détecter que c'est le bon client. Qu'est-ce que tu me dirais effectivement tes meilleurs tips que tu dis à tes sales? Il y en a plusieurs, mais si j'ai 1 minute pour te convaincre, je te dis, écoute, déjà, tu prends ton téléphone, tu vas appeler les 10 boîtes de tel secteur. Par exemple, tu vas m'appeler les 10 sociétés filiales du groupe Vinci dans le bâtiment parce qu'on sait qu'ils fonctionnent dans tel secteur géographique, parce que chez nous, c'est à peu près régionalisé. Tu vas les appeler, tu vas leur poser juste des questions. Est-ce que vous avez été déjà assisté à un événement sportif? Il y a 90% de chances qu'on te dise oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous y avez été à titre perso ou avec des clients? Quelle que soit sa réponse, tu vas pouvoir après dérouler quelque chose, parce que tu vas pouvoir lui dire, propose-lui, fais-le rêver avec le foot, et sois surtout à l'écoute de ce qu'il va te dire pour savoir quel est le sport, quel est l'athlète, quel est le stade qui le fait rêver. Et toi, c'est ta culture sportive après qui doit faire le reste, parce qu'on a forcément un produit qui va coller à ce qui le fait rêver. Et dès lors que tu vas arriver à activer cette petite case dans le cerveau de ton client qui le fait rêver, finalement, ça peut aller très vite. Donc, on a la chance d'être sur ce secteur d'activité qui fait vibrer les gens. Et quand tu écoutes ton client, tu arrives à trouver ce qui le fait rêver. Alors, bien évidemment, il y en a qui n'aiment pas le sport, et ceux-là, tu les convertiras pas. Mais on essaiera de leur vendre du séminaire ou d'autres choses qu'on a, parce qu'on a d'autres cordes à notre arc. J'imagine. Donc une vente très basée sur le soft selling, c'est-à-dire basée sur l'émotion, sur le partenariat. On va construire ensemble, on va voyager ensemble, on va créer de l'émotion en entreprise. C'est ça, et confiez-moi ce que vous avez de plus cher, c'est vos clients. Confiez-les-moi, je vais bien m'occuper d'eux sur un événement qui va leur apporter énormément d'émotions. Et ce que vous allez partager avec eux, ça n'a pas de prix. Et après, cette relation que vous allez construire, vous allez voir que tous vos deals business vont se passer beaucoup mieux, vous serez moins mis en concurrence, on va moins vous discuter le prix, parce que vous aurez partagé quelque chose d'incroyable. Voilà. Des exemples, j'en ai plein, et donc on peut toujours rebondir sur un exemple qui fonctionne, quoi. Ok, donc pour toi, Mycom est encore plus efficace pour inviter ses clients que ses propres collaborateurs, quoi. C'est un levier aussi business. Ah, mais on peut le mesurer, mais oui, on est un levier. Après, en termes de fidélisation, et ce que je dis aux clients, c'est si vous avez une strate de fidélisation, vous ne pouvez pas ne pas penser à mettre en place des invitations clients autour d'événements sportifs. Et en vrai, vous pouvez le faire dès 100 euros, dès 150 euros. Il y a des événements on a forcément un événement au catalogue qui peut correspondre à vos besoins. Et ça s'adresse aussi à n'importe quelle partie de la pyramide de votre clientèle. Intéressant à savoir. Et est-ce que parfois tu as des boîtes, moi je sais par exemple, j'étais avec un client L'Oréal, et
Et je sais qu'ils ont comme politique interne, je pouvais pas les inviter à bouffer. Même leur payer un taxi ou un Uber parce que le rendez-vous Ouais, est sanitaire, etc. Et qui maintenant interdisent effectivement il y a des plein de politiques trucs. internes, il y a la loi Sapin, Sapin 2 Ouais. qui existe, hein. Donc oui, on est confronté à ça. Je dirais pas que c'est de plus en plus. Et il Est-ce y a... que c'est anecdotique ou c'est vraiment courant Non, ça arrive. Mais après, là, tu peux pas contourner vraiment le problème. Donc enfin, le problème, c'est leur politique interne. Donc tu vas leur proposer différentes choses, par exemple, qui fonctionnent, hein. Si tu intègres une conférence, s'ils font de l'interne, tu peux intégrer un moment de travail. Et là, ça devient du séminaire. Hmm, Le thème principal de ton voyage est du séminaire. Et en réalité, au milieu, tu as, t'as un événement sportif qui permet de fidéliser, etc. Si c'est du client, tu peux avoir la présentation de produits. Donc on a des parades qui permettent de, même légalement, pouvoir fonctionner. Voilà. Ok, non mais c'est intéressant hein, pour les DIRCO qui nous écoutent. Vous savez que vous avez une solution avec Mycom pour si jamais vous voulez passer des bons moments avec vos clients Et, et avec, glisser un atelier de travail. voilà, Ok. et le faire fonctionner pour que tout le monde soit content. En termes de structuration commerciale, parce que justement vous avez beaucoup de cibles, d'interlocuteurs différents, des marchés différents, comment après le Covid tu as organisé ton équipe commerciale pour répondre à ces différents enjeux? C'est une très bonne question. Merci. J'adore être flatté pendant les podcasts. Donc, on a déjà notre premier sujet, ça a été de régionaliser. Et donc, on a ouvert des bureaux en région. Aujourd'hui, on a Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg. On cherche à recruter pour ouvrir la région Bretagne et on va ouvrir assez vite Marseille. Et donc, l'idée vraiment, c'était d'être proche de nos clients, toutes cibles confondues, dans un premier temps. Donc là, ces bureaux, ils ont un secteur et ils travaillent sur toutes les cibles B2B. On a après créé une BU, agence. Donc là, on travaille, si tu veux, en marque blanche. Et on vient démarcher des agences qui sont des agences de voyage ou des agences de com ou des agences de pub, des agences médias, mais qui ne sont pas spécialistes du sport et à qui on va ouvrir notre catalogue 100% en marque blanche pour leur permettre de diversifier leur offre et puis aussi de proposer des solutions 360 à leurs clients. Et ça marche bien. C'est aujourd'hui un des services qui est le plus performant. Eux, ils opèrent sur toute la France, mais cette cible-là. On a un département CSE, donc même Strat, il ne s'occupe que de la cible CSE qui est vraiment différente dans l'approche, dans les process, dans le cycle de vente, tout est différent. Donc c'est une expertise spécifique. Donc ça, on a une BU spécifique qui est organisée pour travailler là-dessus. Et après, on a mis l'acquisition au centre de notre strat. Donc j'ai un département acquisition que pas vraiment, elle n'est pas une BU, mais elle peut attaquer toute cible sur toute la France. Le modèle, c'est un peu comme des chasseurs, mais eux, ils font qu'une seule vente. Et dès qu'ils ont fait la vente, ils lâchent le client qui vient enrichir le portefeuille d'un commercial. Donc ça, c'est assez vertueux parce qu'ils peuvent aller sur les secteurs partout, mais même s'ils viennent sur un secteur, par exemple d'un Toulousain, à la fin, il sait qu'il va pouvoir récupérer un client et donc c'est une bonne chose. Donc en fait, tu as créé des BU par typologie de cible forte, comme par exemple les CSE, etc. Tu les as régionalisés aussi derrière. Euh, Si on peut prendre juste 2 minutes pour cette stratégie vente indirecte channel que tu as mis en place justement avec les agences. Beaucoup de boîtes essayent de le mettre en place, mais se plantent parce qu'ils n'animent pas assez après derrière, notamment effectivement ces distributeurs, si je peux les appeler comme ça. Qu'est-ce qui a fait dans la stratégie que ça fonctionne bien avec les agences? Est-ce que eux-mêmes vous leur mettez des incentives? Est-ce que vous êtes régulièrement en relation avec eux? C'est pas des stratégies évidentes, hein, les stratégies en marque blanche ou de channel. C'est pas évident, mais je vais te dire, nous, quand on a commencé, on n'était pas producteur de nos événements, on était spécialiste dans le sport, mais on n'avait pas le volume de clients pour pouvoir être producteur à 100%. Je te donne un exemple très précis. Sur le tournoi Destination, si tu veux aller à Cardiff, il n'y a pas de vol direct ou très peu. Si tu veux pouvoir opérer depuis toute la France, ce qui est le cas, tes clients sont éparpillés en France, tu dois affréter des avions. Donc, c'est-à-dire que tu dois poser un avion et le remplir parce que sinon tu perds beaucoup d'argent. Et quand tu démarres et que tu fais que 40 personnes versus 2008 cette année sur l'Écosse, c'est quel cas, c'était des vrais chiffres. Et je me rappelle quand on a fait 40, on était fous de joie d'avoir fait 40. Ah ouais. Et tu peux pas remplir un avion. Et donc tu dois t'appuyer sur une société qui est plus grosse que toi, à qui tu vas acheter tout ou partie de ta production. Tu peux lui acheter que les vols
ou vol plus hôtel, ou vol plus hôtel plus billets s'il accepte de te vendre des billets. Et à cette époque-là, le partenaire avec qui on travaillait, on se sentait, on grossissait, donc on lui prenait de plus en plus de... je pense qu'on était un bon partenaire. Et le service, il n'y avait pas de marque blanche. Donc, quand tu as la moitié d'un avion et puis que dans l'avion, on t'annonce le nom de ton confrère, partenaire, mais qui est aussi un concurrent, tu te sens pas forcément respecté. Donc, le premier truc qu'on a fait quand on a pu, c'est qu'on a vraiment essayé de respecter au maximum nos partenaires sur la marque blanche en jouant le jeu. Donc, tu vois, quand on encadre les clients d'un partenaire, on n'a pas les logos sur nos vestes, on prend soin d'avoir des vestes, on fait des accueils séparés pour que le client de l'agence, il n'ait pas le sentiment d'avoir payé 2 fois la marge. Donc voilà, ça a été la première strate, vraiment de respecter 100% au mieux, parce que c'est pas toujours possible, mais de bien respecter l'idée de la marque blanche et surtout de pas jamais démarcher un client, parce qu'on les a, d'un partenaire. Et ça déjà, quand tu respectes les gens, encore une fois, c'est un petit écosystème des producteurs comme nous, aujourd'hui en France, de sérieux. Il y a 7-8 boîtes maximum. Et donc ça a fait son petit bonhomme de chemin. C'est un service aujourd'hui qui est très performant en termes de chiffre d'affaires, sur lequel on doit travailler un peu la rentabilité. Mais ouais, effectivement, c'est des stratégies qui sont intéressantes, mais qui nécessitent beaucoup de respect. C'est du gentleman agreement business, quoi. De toute façon, tu merdes une fois, après derrière, tu sais que tu les perds. Tu perds la confiance. Et après, je te dirais que c'est aussi une strate produit forte, savoir sur quel produit tu vas avec eux. Il y a des produits sur lesquels il ne faut pas aller non plus parce que tu vas perdre de la rentabilité. Donc c'est aussi être très agile et faire évoluer la stratégie quand tu es en vente indirecte de manière très très régulière. Autre sujet, il y a beaucoup de boîtes B2C qui se sont lancées dans le B2B. Il y a un autre phénomène qui commence à arriver et sur lequel vous êtes aussi, c'est des boîtes B2B qui se mettent à faire du B2C. Donc vous, ça fait déjà beaucoup plus de sens. Comment vous avez réfléchi ce sujet? Parce que c'est quand même une autre approche entre gérer du B2C ou gérer des groupes. Quand est-ce que vous avez pris la décision? Est-ce que ça a été un gros débat? Ça a été quoi un peu? Ça n'a pas été un gros débat, je vais te dire pourquoi. De la même raison que quand tu fais 40 sur l'Écosse, si tu veux pouvoir remplir tes avions, la cible B2C, elle est un peu indispensable en termes de remplissage, pas en termes de rentabilité et pas en termes de temps. Tout ce que tu viens de dire est très vrai. Donc on ne l'a pas fait pour gagner plus d'argent. Aujourd'hui, c'est une cible évidemment qu'on respecte de manière forte parce qu'elle est aussi essentielle dans l'acquisition de notoriété, d'image de marque, tu vois, pour faire progresser ton image. Par contre, il faut une stratégie vraiment dédiée à la cible, c'est important. Mais on en avait besoin pour pouvoir remplir nos avions, pour pouvoir acquérir de la notoriété, pour pouvoir être crédible aussi en termes de volume quand on va voir un ayant droit. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. Maintenant, on essaye d'en faire quelque chose de plus vertueux. Là, on s'y intéresse. Aujourd'hui, c'est 10% de notre marge qui est réalisée par le B2C. Ah, c'est pas rien quand même, hein, 10%. C'est pas rien, mais si tu fais le ratio temps renta, c'est encore pas dingue. On y travaille, on est en plein dedans sur essayer de comment on peut faire évoluer les choses et faire progresser. Là aussi, on a un gros sujet e-commerce. Aujourd'hui, on n'est pas très performant en B2C, alors qu'on a tous les outils qui le permettent. Donc là, on a une réflexion sur le e-commerce pour faire progresser cette part-là et que ça se fasse de manière avec l'IA, on va en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à être beaucoup plus performants et notamment dans la gestion rapport temps-gain, quoi. Donc ça serait un point d'attention que tu recommanderais effectivement pour les boîtes qui veulent se lancer sur du B2C, qui ont un ADN B2B, c'est vraiment toujours de mesurer temps passé vs rentabilité sur le portefeuille client, parce que ça nécessite une autre organisation, une stratégie peut-être plus de volume. Ouais, si tu veux faire du B2C et que tu veux gagner de l'argent, il est évident qu'il faut faire du volume. Donc, et pour faire du volume, le problème c'est que c'est des RH, parce que l'appel en B2C, tu vas avoir quelqu'un qui est vraiment un passionné. Et si tu parles par exemple d'un voyage à Liverpool, ça peut vite durer 20 minutes et où tu n'auras pas avancé. Et tu as aussi, et ça je pense c'est plus spécifique à notre secteur d'activité, énormément de curieux. Donc nous, des demandes aujourd'hui, parce qu'on a aussi beaucoup progressé en SEO, on reçoit entre 20 et 30 demandes jour, lead jour, et c'est 80% en B2C. Okay, donc tu vois,
le ratio. Et pourtant, on fait que 10%. Ça veut dire que là-dedans, il y a énormément de leads qui sont liés à de la curiosité. Et pourtant, on essaye de segmenter, de mettre des barrières en affichant certains prix, gamme de prix, etc. Mais les gens, ça les fait rêver le sport. Alors, ils ont envie d'en savoir plus. T'introduisais le sujet d'IA quand c'était eu au téléphone, quand je t'ai invité sur le podcast. T'étais un peu dans le jus parce que tu me disais que vous aviez ce sujet effectivement en interne, vous étiez en train de mettre pas mal de choses en place sur la partie inbound. Est-ce que maintenant tu es autorisé à m'en dire un peu plus? Je peux te dire un petit peu comment on travaille. Ouais, je peux te donner. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, qui, je pense, va révolutionner l'approche. Je pense qu'il faut pas croire que tous les sales demain vont maîtriser l'IA sur le bout des doigts, parce que ça demande des compétences spécifiques et qui vont encore beaucoup, beaucoup évoluer. Par contre, je pense que c'est le devoir des managers, un, de s'intéresser, et deux, de mettre en place des outils qui vont permettre aux sales de récupérer, par exemple, des leads chauds et qualifiés à traiter. Dis-moi en plus, là, tu suscites ma curiosité. Très concrètement, Très concrètement, qu'est-ce que là, tu as mis en place? on a un partenaire qui nous accompagne. J'ai fait mon séminaire de rentrée. J'ai 2 séminaires par an. Un qui est toujours très technique avec de la formation, et un qui est beaucoup plus partage des chiffres et d'expérience. Sur cette année, la formation était sur l'IA. On a bien matché avec avec le formateur à qui on a proposé de nous accompagner dans la durée. L'idée de ce premier, une sorte de workshop autour de l'IA où on a eu plein d'idées. On a listé, priorisé les idées pendant cette journée, et on est en train de mettre en place les cas d'usage qui ont été développés, travaillés pendant ce séminaire. Ça se traduit comment aujourd'hui? Il y a deux sur la partie sales, parce qu'il n'y a pas que des sujets sales, mais sur la partie sales, on a 2 axes. Pour le moment, on a créé en fait des bots qui sont reliés à l'IA, qui nous permettent de scraper des leads dont on connaît, qui ont manifesté un intérêt pour des sports. Ouais. Donc pour nous, ça fait gros du travail, parce qu'on sait exactement quoi dire pour faire rêver le client. Okay. Et on a un outil après d'IA qui vient classer et scorer de manière, tout ça se fait de manière automatique, les leads générés. Donc ça veut dire qu'on va récupérer des leads non seulement sur des postes qui nous intéressent, sur des secteurs d'activité qui nous intéressent, parfois sur des régions géographiques, qui ont manifesté un intérêt pour tel ou tel sport et qui sont dans des boîtes qui font par exemple plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Et donc ça nous permet là d'avoir vraiment des cibles voilà, avec le key contact, la bonne société cible, le bon secteur, le bon sport par rapport à un produit. La difficulté là-dedans, c'est qu'on est sans arrêt obligé de retravailler les prompts, parce que nous, on ne vend pas des aspirateurs, par exemple, où tu vends toujours la même chose. On vend des produits qui ont une date d'expiration, puisqu'une fois que le match est passé, c'est terminé. Et donc, on doit réécrire en fonction de l'actualité et de notre calendrier des événements. Okay. Néanmoins, ça marche bien. On est encore dans une phase de test, et on a une step 2 qui, après, devrait pouvoir engager automatiquement, juste sur un premier contact, le lead, pour venir qualifier un peu davantage, et que ça viendra dans des pipelines déjà établis dans notre CRM, où finalement le commercial n'aura plus qu'à aller récupérer la donnée. Okay. Et c'est pour ça que je te disais, je pense que c'est se tromper que de dire allez, on va équiper tous nos sales d'une licence ChatGPT, on va ou de Copilot, ou les deux, on va leur donner des outils comme Phantom Buster ou Lusha, on va leur dire essayez de faire matcher tout ça ensemble, et maintenant ayez du résultat. C'est des sujets qui sont quand même assez complexes, nouveaux, et mon conseil, ce serait de dire à tous les DIRCO ou même les chefs d'entreprise, intéressez-vous à l'IA, mais surtout nommez quelqu'un, appuyez-vous sur quelqu'un, soit recrutez en interne un expert si vous avez le flux financier pour le faire, ou alors en tout cas prenez un externe pour vous accompagner. Et l'idée, c'est de donner de la donnée à vos sales pour les aider dans leur travail. Non, ce que tu dis, c'est un sujet qui est important, puisqu'on l'a vu avec beaucoup de churn en 2023 sur les outils SaaS, c'est-à-dire qu'on a donné énormément d'outils à des sales, exactement ça, en disant démerdez-vous pour les faire matcher. Et aujourd'hui,
on s'est rendu compte qu'un sales, lorsqu'il va commencer sa journée de taf, il va ouvrir son ordi, il va ouvrir son Google Agenda, son Gmail, son LinkedIn, son NoDrop Contact, son Lusha, sur Phantom Buster, son Human Linker, etc., son CRM, HubSpot, Son machin. Teams, son machin, son Slack. Et son Slack est tout possible. Donc au final, il va ouvrir entre 6 et 9 onglets différents sur lesquels il va devoir jouer juste pour aller contacter effectivement un client. Et en fait, tu peux pas bosser avec 6 ou 9 onglets toujours ouverts. Donc toi, effectivement, la démarche que tu as eue, c'est de te dire, bon, quels sont les techs indispensables, on va automatiser tout ça, on va les mettre dans les mains du sales à partir du moment où c'est automatisé, quoi. C'est un peu l'idée. Après, ils ont quand même des outils où ils Ouais, bossent ouais. et ils doivent opérer En tout tout cas, la seuls. démarche. Voilà, après, on a fait le choix aussi de pouvoir ramener tous ces outils sur notre CRM en faisant des implémentations. Ça coûte de l'argent, des licences, etc. Mais ça permet d'être leur outil de travail principal. Aujourd'hui, c'est le CRM. Ils sont sur leur page CRM, ils ont leur Outlook. On a l'outil de téléphonie qui permet de faire du WhatsApp. On travaille beaucoup avec WhatsApp, mais directement dans l'univers CRM. Ils ont Microsoft To Do qui est plugué là-dedans, donc ils ont leur To Do list aussi à l'intérieur. Voilà, l'idée c'était de les ramener quand même au maximum sur un seul et même outil. Après, si tu me dis quel est l'outil principal qu'il faut avoir aujourd'hui en sales, en B2B, c'est une licence premium SalesNav et peut-être un Lusha pour venir essayer de capter quelques numéros de téléphone si tu considères que c'est toujours le meilleur moyen d'engagement d'un client. Deux questions. Tu utilises quoi comme CRM? Salesforce. Salesforce. Et Mais deuxième, j'utilise par exemple HubSpot pour la partie Hot Market Automation. C'est tout neuf. D'ailleurs, je sais pas si on peut le dire, c'est pas encore officiel, on est en égo. bah, le temps que ça sorte, tu peux lâcher, lâche, fais-toi plaisir. Non, non, mais on est en égo, normalement, on va changer parce qu'on avait la solution Salesforce et on n'était pas satisfait. Et en fait, on pense que le meilleur CRM, c'est Salesforce, mais que le meilleur outil market emailing, automation, etc., c'est celui d'HubSpot. Donc, on va les faire matcher ensemble. Ok. Ah, c'est mariage contre nature, ça. C'est deux concurrents que tu veux marier entre eux. Ouais, ben on va le faire quand même. Si c'est les deux meilleurs. Ouais, non, mais de cette façon, ta vision est vraie. Et bien évidemment qu'on peut parler des outils en toute transparence. HubSpot, à la base, c'est un outil marketing qui a développé la brique CRM. Et Salesforce, c'est un outil CRM qui a développé après derrière la brique marketing. Donc effectivement, le raisonnement que tu as, c'est celles qui correspondent à leur ADN. Mais c'est rare de faire matcher les deux. On est en plein dedans là. Tu vas leur faire un business case pour s'arracher les cheveux. Écoute, en tout cas, là, c'est bien parti pour se marier. Ok, très cool. Et la deuxième sur laquelle je voulais rebondir, c'est, tu disais, LinkedIn avec SalesNav et Lusha pour choper les numéros de tel. Si tu considères que le tel est toujours le meilleur moyen d'engager le client, c'est quoi le sous-jacent? Tu penses que c'est toujours le meilleur moyen ou au contraire, c'est complètement dépassé? Ouais, ça dépend. Je te dirais que déjà, il n'y a pas un sales qui est le même qu'un autre. Il y a des gens qui sont très à l'aise au téléphone. Et comme je te disais tout à l'heure, par exemple, à Toulouse, le business se fait, les gens s'appellent, quoi. Je sais pas si c'est culturel, mais les gens ont besoin de se parler. Les mails, ça se fait encore, enfin, le business se fait encore beaucoup au restaurant, donc faut s'appeler. Donc je dirais qu'il y a déjà ça, faut identifier. Et puis après, il y a l'approche du commercial. Il y en a qui sont très bons au téléphone pour tout de suite briser la glace et qui arrivent à mettre de l'humain très vite avec un appel. Et même si le gars est pas très réceptif, ils vont arriver à le ramener à eux. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout à l'aise avec le téléphone. Il y a aussi, aujourd'hui, on répond beaucoup moins au téléphone que ce qu'on répondait avant. Ça, c'est une vérité. Et donc là, l'email est peut-être plus adapté. Je dirais que il n'y a pas de, tu vois, c'est pas du 100%. Mais faut faire un peu les deux. Si tu veux être bon, faut faire un peu les deux, puis il faut s'écouter. Mais c'est moins vrai qu'avant, effectivement. Les 100 appels par jour, c'est terminé, ça, j'y crois plus. Ah ouais. Et les 100 mails, les scénarios d'email, t'y crois encore? Non, les scénarios d'email, j'y crois pas. Je pense que ça marche pas. Hello, entre Ah, guillemets, machin. puis les 4-5 emails de relance, tu sais, dans des scénarios de market automation, plugués sur LinkedIn, que tu vois venir, je pense que c'est même contre-productif pour l'image de ta boîte. Donc toi aujourd'hui, si tu devais remonter MyCom et tu devais avoir qu'un seul canal de prospection, tu partirais sur quoi? Tap, message LinkedIn, mail, tel, Ouais, réseau, je networking. dis souvent à mes commerciaux, là maintenant, il faut que vous ayez une approche entonnoir. C'est-à-dire que vous allez vous rendre visible d'abord via LinkedIn parce que c'est le principal canal d'acquisition, ouais, où tu peux bien segmenter.
Ensuite, tu vas essayer de les engager via tes emails ou via une demande de connexion, et parfois même d'abord un email, après une demande de connexion avec un autre message, sans jamais parler business, vraiment pour rentrer dans l'écosystème chez le client. Ça peut être assez court sur la Ouais, période. ouais. Et après, tu vas resserrer par un email et par après un appel, ou par un appel si tu préfères, et un email en suivant. Et vraiment une stratégie d'entonnoir pour que les gens commencent à te voir, commencent à penser à toi. Et je pense que ça fonctionne pas trop mal. Très clair. Là, c'est quoi tes enjeux prioritaires sur la partie revenus, sur la partie commerce? Alors sur la partie commerce, je te disais tout à l'heure, on a mis l'acquisition au cœur de notre strat depuis déjà des années. On s'est construit comme ça, mais maintenant on l'a matérialisé avec des KPI, avec un rythme. Donc ça c'est continuer d'installer l'acquisition dans notre strat. Et la strat de cette année, puisque j'ai des thématiques un peu annuelles que j'anime et que j'opère pour qu'on progresse, c'est la fidélisation de nos clients. Je pense qu'on est en plein dedans. Je suis en train d'écrire la strat que je vais présenter l'année prochaine, à la fin de notre année fiscale. Je pense qu'on a un bon taux, mais on est en train de le mesurer, de faire un peu un audit et de mettre en place tous les KPI classiques sur la fidélisation. Mais ça va être un de mes enjeux, c'est de faire matcher les deux pour continuer à nous développer. Ouais, après, c'est jackpot, quoi. Acquisition, fidélisation. Ouais. Après, on a aussi d'autres enjeux, tu vois, l'image de marque installée. Et puis pour être très concret, donc là, on fête nos 15 ans. On va faire une grosse fiesta, d'ailleurs, je pense, pour fêter les 15 ans de MyCom. Ça va se passer à l'étranger, ils ne savent pas où on va, Ah, trop cool. avec toute l'équipe. Même, il y aura des petits guests surprises, des anciens salariés qui vont revenir, des ambassadeurs, donc un peu des légendes du rugby, du foot qui vont apparaître dans nos 15 ans là. Mais on est en train d'écrire avec mon équipe, avec toute l'équipe, la strat des 15 ans à venir. Et l'objectif, c'est de tripler le chiffre d'affaires en 15 ans. Donc, voilà. Donc on est là-dedans. Notre enjeu, c'est d'écrire la strat aussi, là, dans l'année, de développement des revenus pour nous projeter dans 15 ans. Et ben, je vais te suivre chaque année pour dire alors, est-ce qu'on a triplé cette année ou toujours pas? Tu peux. Autre sujet, sur les compétences sales. Aujourd'hui, si tu avais un sujet sur lequel tu voudrais faire monter en compétence tes sales, ça serait lequel en priorité? Aujourd'hui, moi, je pense qu'on a un vrai problème de closing. On a des deals qui durent trop longtemps. Et en fait, ce qui me remonte souvent du terrain et où j'ai parfois du mal à identifier quel est le levier, c'est la partie closing. Je me dis, faut que vous arriviez, soit vous faites balader, et donc vous n'avez pas bien qualifié au départ, soit le besoin, vous êtes trompé dans le besoin, vous avez, voilà, soit c'est ça, le problème vient de là, soit vous avez tellement envie de faire du business que vous n'avez juste pas vu que le gars ne va jamais rien commander de toute façon chez nous, que c'est de la curiosité, même ça existe aussi en B2B. Voilà, mais il y a des deals qui durent beaucoup plus longtemps. Alors on m'a dit que c'était une tendance du marché aussi, que maintenant, là, en ce moment, assez récente, que les deals prennent plus de temps à se signer. Mais je pense qu'il y a des choses à apprendre, et je te dirais que même moi, je pense que j'ai encore des choses à apprendre sur le sujet. Bah écoute, instinctivement, je te dirais effectivement, c'est une tendance marché où les budgets sont quand même réduits sur 2024 après la situation de 2023. Et instinctivement, c'est vrai que le sujet aujourd'hui, c'est que les sales apprennent à éduquer leurs clients sur effectivement les étapes. Donc il faut leur donner de la visibilité, il faut tout de suite cranter des KPI, des deadlines, des roadmaps, parce que finalement les gens ne sont pas toujours experts à acheter et faire rentrer des nouveaux fournisseurs. Et il y a un autre sujet aussi derrière qui arrive, qui est très étonnant, mais qui est une des raisons pour lesquelles les cycles de vente se rallongent, parce qu'on a traité le sujet il n'y a pas longtemps et on a un livre blanc qui va sortir sur le sujet. On a fait un gros audit auprès des head of sales sur ces sujets. C'est le turnover dans les équipes. Avant, même chez les grands comptes ou même dans les PME, ETI, les gens restaient 10, 15, 20 ans à leur poste. Et ce qui fait que quand ils avaient un sales en phase 2, ils connaissaient bien leurs problématiques internes de l'entreprise. Lorsqu'ils étaient OK pour l'offre de produits et services, ils savaient qui aller voir, ils savaient quel budget était disponible, ils savaient comment aller trouver des champions en interne pour faire signer les budgets.
mais aujourd'hui, les gens restent entre 2 et 4 ans dans les boîtes. Donc les personnes qui sont en face sont relativement juniors dans la boîte, ils connaissent moins les enjeux, ils connaissent pas trop les problématiques, ils connaissent moins les ADN d'entreprise, ils ont moins de pouvoir d'influence et de décision, et donc tu es obligé de réunir beaucoup plus de personnes autour de la table pour prendre une décision. Et en plus avec les visios, maintenant tu te réhabitues à mettre tout le monde dans les réunions, comme avant tu faisais des réunions à 15 qui étaient stériles, aujourd'hui tu fais des visios complètement stériles à tire-larigot, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est très vrai, notamment dans des tailles de structure qui sont assez importantes. Parce que pour nous, le turnover dans des tailles un peu plus réduites, c'est souvent signe de pouvoir faire des deals assez rapides Ouais. où les gens ont envie justement de se démarquer, de proposer une Ouais. solution un peu innovante, de dire vous le faites pas. Par exemple, un Dirco qui arrive dans une boîte, dans une belle PME Ouais. et qui est déjà convaincu par le fait qu'inviter ses clients, c'est une bonne chose pour développer son business. Très très vite, il va dire, en plus il arrive, c'est souvent un gros salaire, il va dire au top management, écoutez, là il faut qu'on fasse ça, vous allez voir, on va fidéliser nos 10 plus gros clients et on va stabiliser, on va sécuriser ce segment de clientèle. Donc je pense que tu as tout à fait raison dans des grosses structures et on l'a vu, je suis d'accord avec toi, ça arrive dans des grosses boîtes, le gars arrive, il sait pas du tout, il sait pas s'il a le droit de faire, il sait pas s'il peut faire, il sait pas à qui il faut qu'il demande. Ouais. Et là, ça prend du temps. Et parfois, nous, avec, comme je te disais, quand l'événement il arrive, l'événement est passé, qui ne sait toujours pas comment il peut financer son projet. Mais dans des tailles plus petites, ça peut être aussi une source en tout cas, un axe pour prospecter, par exemple. Et tu vois, sur, sur cette même remarque que j'ai fait et sur le sujet nurturing, aujourd'hui, le nurturing, tu le fais non seulement vis-à-vis des clients, mais surtout, tu suis quels étaient tes décisionnaires dans la boîte chez qui tu as vendu et tu regardes son parcours de carrière. Et ça, normalement, il faut le faire remonter dans ton CRM en cible prioritaire à contacter. Ouais, ça, LinkedIn le fait bien. Et ça, LinkedIn le fait bien, Ça, LinkedIn le exactement. fait bien. Le premier truc que je dis à un nouvel arrivant, c'est tu mets tout ton portefeuille dans LinkedIn, dans des listes SalesNav. Comme ça, s'il bouge, tu vas tout de suite avoir l'info qu'il a changé de poste sans forcément le suivre au quotidien. Et donc là, bah, tu dois faire coup double, hein. Je dis toujours, si tu fais pas deux clients quand il y en a un qui bouge, c'est que tu n'as pas été bon. Ouais, Donc il doit prendre contact avec le remplaçant et faire matcher avec le nouveau. carrément. Bon, on papote, le temps passe. Avant de te laisser un peu tranquille, euh, par ton métier, tu as dû vivre quand même pas mal de dingueries. C'est quoi les trucs les plus dingues là, que tu as vécu chez MyCom? Quand je te dis ça, ça te fait penser à quoi? Je t'en donne un qui est top parce que ça a été peut-être le plus gros succès commercial de Ouais, l'agence. Je pars, bon, le Qatar, c'était pour la Coupe du Monde de football, on perd en finale. ouais, Je pense que tu as les images en tête. Et ben, le Qatar, pas grand monde voulait y aller au départ. C'était pas, on est toujours, mais on était déjà agence officielle de la Fédération française de foot. Et donc, c'était pas un gros succès commercial pour plein de raisons, droits de l'homme, RSE, désastre écologique, voilà ce qu'on entendait un petit peu dans les directions de la communication des grands groupes qu'on avait approchés. Et nous, en tant que fans de foot, avec mon associé et un de mes top commerciaux, on se dit à titre perso, on va aller, une fois que la France se qualifie pour les demi-finales, on va aller se faire les demi-finales. Puis si on se qualifie, on verra ce qu'on fait, si on reste sur place ou pas. Vraiment à titre perso. Donc nous voilà partis. Et pendant le même temps, on a laissé les équipes, bon, ça vivote. Vraiment, à ce moment-là, vraiment pas d'enjeux commerciaux. La France se qualifie contre le Maroc en demi-finale. Là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller en finale. Ça va être potentiellement contre l'Argentine. Ils n'avaient pas encore joué. Et on dit, bon, on va peut-être quand même tenter de faire un petit truc, mais sans trop y croire. On est en train de sortir du stade. Vraiment, on sort du stade après la demi-finale. Et on dit, bon, on va peut-être faire peut-être un avion, on va regarder des quotas groupes pour faire peut-être une cinquantaine de personnes et tout ça. Mais vraiment, sans trop y croire, on rentre dans la chambre d'hôtel, on va boire un verre et tout ça. Et puis, notre équipe market nous dit, écoutez, il y a un petit emballement en France, ça parle beaucoup, ça devrait marcher. Là, on a eu coup de fil média, TF1, le 20h qui veut venir faire un reportage. Bon, ouais, bon. Nous, absolument toujours pas convaincus. Et on se dit, bah, nous, on va faire la deuxième demi-finale, celle de l'Argentine, et puis on verra après. Et donc, le lendemain, TF1 vient faire son reportage qui va être dans la journée, qui va être diffusé à 20h. Et là, nous, à 20h, il est 2 heures de plus au Qatar. On avait un peu bossé, mis en place pour faire ces fameux 50, 60 personnes qu'on espérait faire.
Et on était à 2 doigts de sortir pour manger et boire un verre. Et mon associé dit bah, c'est pas grave, le 20h, on regardera ça après. Je dis attends, quand même, on regarde le 20h. Ah, bah, carrément, Tu ouais. fais pas tous les jours le 20h. Et puis surtout, on savait pas du tout quelle allait avoir la tête du reportage. Est-ce qu'on allait passer 10 secondes dans le cadre d'un reportage? Aucune idée. Et il se trouve finalement qu'ils font 3 minutes 30 vraiment focus sur nous. Notre nom apparaît en gros et qui dit bah, si vous voulez profiter des dernières places pour assister à la finale, bah, vous pouvez faire appel à l'agence officielle, à MyCom, etc. Et là, on se dit waouh, et c'est bien quand même, tu vois. Et puis là, on regarde notre outil de téléphonie, puis on voit que ça commence à téléphoner, jusqu'à 100, 150 appels simultanés, quoi. Donc là, on se dit ouais, on va peut-être pas faire ça. Donc on s'est rassis et on n'a pas quitté la chambre pendant 48 heures. Vraiment Incroyable. 48 heures où on a dû mettre en place tout un système de téléphonie avec file d'attente, mobiliser toutes les équipes jusqu'à 2 heures du matin après le 20h. Donc nos équipes sont restées jusqu'à 2 heures du matin. On a pris des commandes, des pré-enregistrements de commandes, etc. Il a fallu qu'on voit avec la Fédé si on allait pouvoir fournir tout ça. On a affrété plusieurs avions au départ de la France. Là, tu vois, Incroyable. plus d'histoire de droits de l'homme, plus d'histoire de écologie, juste l'envie de kiffer et d'aller voir l'équipe de France qui allait potentiellement jouer contre l'Argentine. Et on avait 48 heures pour faire les ventes parce qu'après, il fallait qu'on paye les soldes des avions. Et on réalise 2 500 000 euros de chiffre d'affaires en 48 heures, ce qui est incroyable, quoi. Tu m'étonnes. Et avec des très très bons taux de rentabilité. Ah, les Go Boost. Et puis, mais ça doit être. Ouais, c'est opération commando, quoi. C'est Là, tout le monde c'est sur le feu, tout le monde sur le fond. Et puis, ça exactement. doit Donc souder ça soude les équipes, Ah, ouais, bah ouais, c'est un exactement. truc de dingue. Donc C'est un truc de dingue. histoire de fou. Mais tu dois avoir un sacré Go Boost quand même quand tu dis ah, attends, ma chérie, je suis fatigué là, j'ai commandé, j'ai booké 3 avions là pour demain, je suis séché. En vrai, on n'est pas trop C'est- là-dedans. c'est- C'est bien, on est tous humbles et tout. On était plutôt tous très contents et ça nous a permis aussi de faire beaucoup d'internes. On a fait voyager peut-être 40% de l'équipe qui est venue voir la finale de la Coupe du Monde. Trop bien. Voilà, donc c'était génial de partager ça. J'avais un petit stagiaire à l'époque, un alternant qui était là. Je lui ai dit, écoute, tu veux. En plus, il était en première ligne sur le reportage, on le voit. Donc, il fait le 20h de TF1, il est en stage. Et je lui dis, si tu vends maintenant, si tu me vends X personnes, donc pour prendre le téléphone, il faut répondre, il faut faire les ventes là en direct, là, ça allait très vite. Ben, tu prépares ta valise et tu viens voir la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Quoi. Et donc, il est parti, il est venu et il a vu la finale de la Coupe du Monde. C'est génial, tu vois, en tant que chef d'entreprise, de partager ça avec tes équipes et même avec un jeune qui ça va marquer, je pense. Ah bah là, tu l'as marqué à vie. Voilà, toute sa vie. J'espère que dans 15 ans, il sera dans tes pas. On l'invitera effectivement sur notre podcast et il nous dira. Si Colomboigny avait marqué, ça nous aurait tous marqué mieux à vie. Mais Ouais, c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut un peu de défaite pour avoir le goût de la victoire. Il me dira, ah, je me souviens, Vincent, il m'avait invité. Ah, c'est au top, c'est au top. Mais ça fait des belles histoires et ça nous fait du bien parce que on vit toute la journée avec nos équipes et on passe plus de temps avec nos collaborateurs qu'avec nos propres amis, notre propre famille. On passe 8-9 heures par jour avec eux, donc il nous faut des belles histoires aussi comme ça nous construit. Ouais. Si vous voulez bosser avec Vincent, je pense que Vincent donne très envie de bosser avec lui. Vous voulez vivre des dingueries. Vous voulez aussi derrière bosser en sales avec les dernières techs et en tout cas des boîtes qui ont conscience effectivement de l'évolution du métier et comment effectivement équiper intelligemment effectivement ces boîtes. Vous voulez kiffer avec vos collabs et avec vos clients. Bah, je pense que MyCom a une belle promesse et une belle valeur sur le marché. Vincent, bon, je pense qu'on va continuer à papoter ensemble, mais on va cutter le podcast parce que sinon ça va faire chauffer les oreilles de nos auditeurs. Un énorme merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. D'avoir fait ce détour par les Maldives parce que tu reviens de vacances extraordinaires. C'est le cas. J'espère que tu as bien profité. Merci encore à tous nos auditeurs de nous suivre sur We Are Sales et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités des parcours inspirants.